Je pense qu'au niveau de bassin de captage, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la moins mauvaise des sylvicultures possibles, hein. Est-ce que les coupes rases sur des surfaces importantes ne risquent-elles pas de poser problème? C'est clair que si vous faites une coupe rase, par exemple, il y aura, au niveau des nitrates, la végétation va pomper beaucoup moins d'azote. Ces nitrates, on peut les retrouver dans l'eau. Donc ça sera beaucoup moins favorable pour la qualité de l'eau, par exemple, hein. Mais ça dépendra encore une fois des contextes, Oui, des du sol, substrats pareil, géologiques, de la nature des sols, etc., de la superficie d'une coupe rase. Moi, l'impact des coupes rases, je le verrais plus par rapport au problème de turbidité. Et après, quand on parle de coupe rase, c'est couper tous les arbres mûrs, on va dire. Et on peut faire aussi une coupe rase en protégeant le sol. C'est possible de faire une coupe rase avec une régénération acquise. On n'est pas obligé d'avoir un désert suite à une coupe rase. En forêt de Remiremont, vous avez jusqu'à 7 captages de sources. On y est sensible, l'ONF y est sensible, et l'ONF conseille les élus au moment des plans de gestion de bien individualiser ces zones de captage de sources. En fait, tout le bruit médiatique qu'on a fait autour du bois énergie pourrait laisser penser à certains élus qu'ils ont une nouvelle richesse supplémentaire en forêt. Alors, je le dis aux élus ici présents, ce n'est pas une nouvelle richesse. C'est probablement une richesse, mais pour ceux qui décideront d'exporter du bois énergie de leur forêt, ce sera autant de bois autres, c'est-à-dire de bois qui vont actuellement dans les panneaux, dans le coffrage, qui n'exporteront pas. Car on ne peut pas exporter plus, tout du moins sur les sols que je connais, sur les forêts que je connais, car effectivement, il y a une suracidité du sol. Et cette suracidité du sol nous oblige même de conseiller les communes à amender donc par hélicoptère. Donc je crois qu'il faut bien réfléchir là-dessus. La forêt, c'est renouvelable, mais ça n'est pas inépuisable. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que ça a une implication directe sur la production d'eau en forêt. C'est-à-dire que si les sols sont pauvres, ça a un impact sur la qualité de l'eau. Alors, la qualité de l'eau dans de nombreuses rivières vosgiennes est déjà, on va dire, plutôt de mauvaise qualité en termes d'acidité. Et en termes de carence en éléments, il y a plein de cours d'eau dans les Vosges où il y a 0,2, 0,1, 0,2 mg de magnésium par litre d'eau, 0,4, 0,5 mg de calcium, c'est-à-dire rien du tout, absolument rien. Tout ce qu'on va sortir comme bois, c'est des éléments minéraux qui ne vont pas retourner au sol. Donc le garde-manger, il va faire que s'épuiser. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces aspects-là. Globalement, en ce moment, ce qu'on exporte d'une forêt, c'est surtout les troncs, donc les grumes, et tout ce qui est couronne des arbres, ce qu'on appelle les rémanents, restent sur place. Puis en se décomposant, ces rémanents, ils sont riches justement en calcium, en magnésium. Ils restituent au sol des éléments minéraux qui seront de nouveau accessibles pour la végétation plus tard. Voilà. Et, sur donner un ratio, c'est à peu près 70%. À peu près 70% dans les branches, des éléments minéraux sont contenus dans l'écorce, les branches, les branchettes et les feuilles mortes. Donc pas dans le tronc finalement. Non, le tronc est relativement pauvre finalement en éléments minéraux. Donc quand on prend le tronc, qu'on laisse le reste, ça vient réalimenter finalement le sol dans un cycle. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, il faut laisser du bois mort en forêt, c'est une évidence, même si on entend encore parler de temps en temps que le bois mort, c'est un déchet, c'est quelque chose qui fait sale dans les sous-bois. Non, au contraire, c'est pas un déchet, c'est un signe de bonne santé et c'est vital pour les forêts, particulièrement donc pour toutes les forêts qui sont extrêmement pauvres, comme celles qu'on a ici dans les Vosges. Mais les Vosges, c'est pas seulement un cas local. Il n'y a pas que ici qu'il y a des problèmes. Il y a dans les Ardennes, il y a dans le Morvan, il y a en Sologne, il y a dans les Landes, il y a certaines régions du Massif central. On pense en ce moment qu'un quart à un cinquième des forêts françaises ne permettront pas d'exporter les rémanents pour faire du bois énergie. Donc il y a vraiment une sonnette d'alarme qui est tirée, qu'il faut essayer d'entendre. Donc, je voulais simplement réagir sur les gestion de la forêt. Je suis le président des forestiers privés des Vosges. Et effectivement, on est au devant d'une période où on va mobiliser du bois énergie. Et si effectivement on laisse tous les gens qui veulent, il faut bien le dire une fois de plus, faire de l'argent sur cette filière-là, si on ne prend pas garde à la ressource, on va au devant de gros problèmes. Il faut se dire qu'il y a forcément des solutions en matière de bois. Il y a forcément des solutions qui font qu'un équilibre se trouvera entre la gestion de la forêt et sa régénération et la production d'énergie, ce que je veux dire. Véronique Rosin, je représente les communes forestières des Vosges. Vous nous avez alerté sur la ressource en bois. À notre niveau, commune forestière, en ce moment, notre gros problème, je ne pourrais plus citer les chiffres, mais c'est par dizaines de milliers de mètres cubes que nous ne vendons pas de bois. Donc c'est pour ça que nous, l'eau, on ne va pas dire qu'on s'en désintéresse, mais pour le moment, c'est laissé plutôt en stand-by. Le gros souci, c'est d'améliorer notre production et de commercialiser au maximum nos bois. Voilà. L'acidification des sols dans les Vosges, ce n'est pas l'exploitation forestière qui en est responsable, c'est des décennies de dépôts atmosphériques, et ça depuis que l'homme a inventé l'industrie, depuis les années 1800.
D'accord ? Ce qui risque de se passer maintenant, c'est que cette pollution atmosphérique, ou ce type de pollution acidifiante ayant fortement diminué, soit un accroissement, et j'insiste sur le mot accroissement de l'exportation de biomasse, qui prennent le relais, parce qu'entre des pluies acides et un accroissement de sortie de biomasse, c'est le même résultat, c'est un appauvrissement des sols. C'est tout ce que je peux dire, et ça on le sait. Alors, en termes d'acidité et d'enraisinement, il y a un facteur qui est déterminant. C'est que des résineux ont une surface foliaire énorme comparée à des hêtres, par exemple, ou à des chênes, et que cette surface foliaire, elle est permanente. Ça se traduit par quoi ? Eh bien, les résineux sont des filtres extrêmement efficaces pour tout ce qui est pollution de la basse atmosphère. Et si on a eu des gros problèmes d'acidification sous résineux, c'est surtout en raison de ce rôle de filtre de la basse atmosphère. Parce que les résineux, ben voilà, ils fonctionnent 100% de leur temps, et non pas 6 mois dans l'année. Et que quand il ne pleut pas chez nous, et qu'il fait beau, en gros, quand il y a un anticyclone, c'est toutes les poussières atmosphériques, toutes les pollutions atmosphériques qui se déposent sur la végétation, et en particulier sur les résineux. Et quand il pleut brutalement, ces résineux sont lessivés d'un seul coup. Et c'est ce rôle de filtre de l'atmosphère qui est surtout mis en avant quand on dit que les résineux ont un effet acidifiant. Et c'est clair que les précipitations que l'on va récolter en dessous d'une canopée de résineux, en dessous d'une canopée de hêtres ou de chênes, n'ont pas du tout la même acidité.